Des familles autrefois bien paisibles, des frères et sœurs qui s'entendent comme cela n'est pas permis, des pères et des mères qui sont tranquilles. Et puis un jour, le drame survient. Des frères et des sœurs se découvrent être des ennemis. Tous les coups sont permis, parfois jusqu'au drame fatal. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage ou des héritages à se partager quand un ou les parents s'en vont. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui conduit les familles à se retrouver dans ces drames, dans ces déchirures suite à la question de la succession? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous parlons donc ce matin du partage de l'héritage avec les enfants d'une même famille et comment gérer cette situation pour ne pas arriver à des drames. Et pour en parler justement, nous avons des voix autorisées sur le plateau. Bien sûr, nous avons des voix autorisées. Aimé Egla, il est profane, il va nous donner son avis sur le sujet. Merci d'être là, bonjour. C'est un plaisir, bonjour madame. Le plaisir est partagé et nous avons un spécialiste en la matière, madame Véronica Kankossi Degueno, vous êtes notaire, merci d'être là. Merci madame. Bonjour. Merci. Au téléphone, nous aurons Damien Falana, avocat au barreau béninois. Et oui, mesdames, messieurs, voilà le décor planté avec nos invités. On va commencer tout de suite par Maître Véronique Akankossi Degueno pour faire une toute petite définition de ce que l'on appelle ou de ce que l'on entend par la succession. Merci, monsieur le journaliste. La succession, d'abord, il faut savoir dans quel cadre on en parle. Dans votre introduction tout à l'heure, vous l'avez indiqué. C'est lorsque une personne meurt. Et à ce moment-là, on dit sa succession s'ouvre. La succession s'ouvre, ça veut dire que les biens qui ont appartenu à cette personne aujourd'hui décédée doivent être transférés à des personnes qui sont encore en vie. Et cela s'explique par le principe que la personnalité de l'homme, la personnalité juridique, s'arrête à son décès. Quand on meurt, on devient un néant, un zéro. Zéro. On n'a plus d'existence juridique. Tel que vous le dites, ça choque, hein? Ça donne des frissons. C'est la pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, comme c'est la réalité. Nous ne sommes que des statistiques. Exactement. Et donc, au décès, vous n'avez plus la capacité que constitue ce qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'aptitude d'une personne à acquérir des biens. Et si vous n'êtes pas une personne, vous ne pouvez plus acquérir de biens. Et ce que vous avez déjà acquis, la loi organise son transfert vers des personnes en vie. Donc voilà ce que c'est que la succession. Et donc la succession s'entend donc de ce mécanisme de transmission des biens d'une personne décédée, comme le terme renvoie également à l'ensemble des biens laissés par le défunt. Donc il y a deux acceptions. Voilà. Mais Maître Degueno, dites-nous, comment se fait-il que des familles qui, jusque-là, de façon apparente, s'entendent bien, on voit les enfants se retrouver les uns chez les autres pour faire la fête, ou bien chez les parents, et puis c'est la bonne ambiance, puis un jour, c'est la catastrophe. On découvre qu'on est plutôt des ennemis, on ne s'entend plus du tout, parce qu'entre-temps, papa est parti ou maman est partie, laissant des biens dont le partage pose problème. Maître Degueno, dites-nous, qu'est-ce qui conduit à ces situations dans notre pays? Cher monsieur le journaliste, c'est un spectacle désolant. Désolant auquel nous, professionnels de la matière, nous sommes confrontés presque au quotidien. Parce que comme vous l'avez dit, rien ne présage des tumultes, des désordres qu'on observe au décès de certaines personnes. Et la raison, on peut la retrouver à deux niveaux. Le premier niveau, je l'impute à la personne décédée. La personne décédée à qui la loi a laissé toute latitude pour organiser sa succession. Parce que le législateur sait très bien que lorsqu'il s'agit de biens matériels, les convoitises, les envies, les suspicions sont légion. Et donc, il a mis des mécanismes en place pour que
déjà de son vivant, chacun organise pour dire à mon décès, voilà comment mes biens seront transmis. Donc, ce mécanisme existe, mais la plupart des gens l'ignorent royalement. C'est le mécanisme du testament et on pourra en reparler si vous le souhaitez. D'accord. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau concerne la matière. On a parlé de biens. Et chaque fois qu'on parle de biens, de patrimoine, d'argent, il y a chez l'individu l'envie d'accaparement. Chacun veut prendre. Non pas seulement ce que la loi l'autorise à prendre, mais prendre plus. Et même s'il peut priver les autres intégralement et s'accaparer de tout, il n'hésitera pas. Donc c'est la matière elle-même qui est tentante et qui glisse généralement vers ces conflits. D'accord. OK. Monsieur Aimé Gla, vous avez suivi notre notaire. Est-ce que vous retrouvez réellement dans ces deux aspects qui conduisent les frères et sœurs à devenir des ennemis lors de la succession? Alors, je salue les téléspectateurs, je salue Maître. Oui. Alors, comme Maître vient de l'expliquer, c'est un phénomène qui vraiment court les rues aujourd'hui. Je vais parler de mon propre cas que j'ai vécu. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste de la matière, je ne suis pas juriste, mais l'expérience que j'ai vécue m'a amené à comprendre un peu comment ça fonctionne et à voir un peu ce que l'homme doit faire normalement vraiment pour éviter les problèmes à l'avenir. Alors moi, j'étais encore jeune au collège en 97, précisément quand notre papa était parti. J'étais l'avant-dernier des enfants, donc j'étais mineur. J'étais mineur. Mais on avait un grand frère qui, enfin, je ne vais pas le qualifier, mais qui très tôt a vite fait de commencer à vendre les quelques palmeraires et les quelques portions de terre que le vieux avait laissées. Sans l'avis des autres. Exactement. Alors, comme Maître le disait aussi tout à l'heure, notre vieux n'avait pas eu la présence d'esprit de laisser le document qu'on appelle testament. Alors, avant même que mon jeune frère et moi n'atteignions la majorité, il n'y avait vraiment plus rien. Voilà, c'est quand moi j'avais commencé le collège, j'avais eu le bac et j'ai commencé à comprendre grand chose quand j'avais commencé à comprendre certaines choses que j'avais voulu comprendre davantage ce qui s'était un temps passé et des biens laissés par le vieux. Bon, c'est là que maman m'avait expliqué, m'avait parlé des biens que papa avait avant de décéder et de ceux que le grand frère avait déjà vendus. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit que je pouvais mener certaines actions pour remettre en cause certaines ventes et tout ça là. Mais socialement et sociologiquement, ça allait créer beaucoup de problèmes. Ça allait vraiment créer assez de problèmes. Encore que ceux à qui il avait vendu les choses étaient encore des gens proches, des gens de... Donc ça risque d'être une histoire de famille. Ça allait embraser beaucoup la famille. Alors les seules choses, les quelques-unes que moi j'avais eues, enfin qui étaient encore restées et qu'on avait réussi à partager, c'était une portion de la maison familiale qui était restée, alors qu'il y avait vraiment des domaines qu'il avait vendus. Bon, ça c'était 12 ans plus tard, qu'on avait réussi à faire ça. Mais c'était une longue procédure. C'était une longue procédure avant qu'on en arrive à sécuriser la portion de terre qui restait pour qu'on en juste un peu. Et dans cette portion, lui qui a vendu tous les autres biens, il en a eu encore? Oui, il en a eu. Parce qu'avant qu'on en arrive à partager la portion de terre qui est restée, il y avait vraiment une longue procédure. On avait d'abord fait un conseil de famille, on avait désigné un gestionnaire, on était allé au tribunal pour homologuer, puis il fallait désigner aussi un liquidateur. En fait, c'était une longue procédure pour en arriver à avoir l'autorisation de vente. Parce que, en fait, la portion de terre n'était plus vaste pour qu'on la morcelle pour vendre. Donc, et la morcelle pour se partager, il fallait vendre et se partager l'argent. Donc, il fallait désigner, faire des procédures au tribunal. C'est comme ça, c'est réglé. Alors, pour éviter tout ça, comme elle disait, notre vieux aurait pu laisser un testament et puis on n'en serait pas arrivé à avoir des petits problèmes. Bon, c'est vrai que c'est le grand frère seul
qui a tout vendu. On était 8. Mais quelle a été la réaction? 8 en plus? Oui, on était 8. Mais quelle a été la réaction des autres frères? Vous étiez, voilà. Le les derniers. On n'était que 3 garçons, mon jeune frère et moi, et le grand frère. Donc, sociologiquement, le grand frère disait que les femmes n'avaient pas droit, n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, comme il était grand frère et les 2 garçons que nous étions, mon petit frère et moi, étions des mineurs. Donc, il a décidé au nom de tout le monde. Voilà, donc il avait vraiment cette facilité-là de tout vendre. Et comme au village, tout le monde savait que, bon, les femmes, enfin, tout le monde se disait que les femmes n'avaient droit à rien et que c'était le seul garçon l'aîné. Donc, on achetait chez lui facilement. Il y avait plus de femmes que d'hommes dans la famille, en plus. Oui, on avait plus de sœurs que de frères. Donc, malheureusement, c'est l'expérience qu'on avait vécue. Mais je pense que jusqu'au bout, j'ai compris beaucoup de choses. Et si l'expérience était à revivre, je pense qu'il fallait... Ça allait se passer autrement. C'est ça. Mais la loi, le législateur a laissé vraiment beaucoup d'ouverture pour prévoir et gérer la succession des humains que nous sommes. Il ne faut vraiment pas attendre un décès avant de commencer à courir à gauche et à droite. Je pense que Maître va nous expliquer davantage comment ça peut s'organiser cette succession-là. Et par rapport à ça, Maître, vous pensez réellement que le testament règle un problème? On a eu dans ce pays des cas, des situations où des enfants ont rejeté le testament rédigé par leur père de son vivant. Oui. Finalement, est-ce que le testament règle un problème? Il règle la grande partie du problème. Il règle, parce que à vous écouter, c'est un testament rédigé par le défunt de son vivant. Il y a des risques à ce niveau-là. Et c'est là que je pourrais vous dire déjà qu'il y a 2 formes de testament. Disons, il y en a 3, mais c'est 2 qui sont les formes les plus usitées. Il y a le testament rédigé par la personne elle-même, le testateur, de sa main, avec les conditions requises par la loi, mais qui comporte le gros risque de receler des entraves à la loi. Ah oui, parce que ce n'est pas parce que le législateur vous donne la possibilité d'organiser votre succession que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une liberté encadrée. Non, il y a une manière pour rédiger le testament, c'est ça? Ce n'est pas tellement la forme. La forme, bien sûr, il faut 3 conditions essentielles. Il faut que ce soit manuscrit de bout en bout. Ensuite, il faut qu'il y ait la date. Et il faut qu'il ait la signature. Du point de vue de la forme, ce sont ces 3 conditions. Mais dans le contenu, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Alors, si le testament comporte des mesures qui ont violé la loi, le juge a tout loisir de l'annuler. Donc, ça nous renvoie maintenant vers la 2e forme de testament, qui est le testament sous la forme authentique, reçu par un notaire. Donc, ce n'est pas forcément le notaire. La loi a prévu 2 professionnels pour authentifier un testament. C'est soit le notaire, soit le juge. Voilà, mais dans la pratique, c'est bien entendu le notaire qui le fait. Et le notaire, son rôle, justement, lorsqu'il recueille un testament, c'est de s'assurer que la volonté du testateur est en conformité avec la loi. Alors que quand on est en présence d'un testament écrit, qu'on appelle testament holographe, dans ce cadre-là, il n'y a personne pour éclairer le testateur. Il n'est pas forcément un juriste. Il ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire dans un testament. Vous voyez? Donc, l'annulation des testaments, c'est une situation qu'on peut rencontrer, mais souvent, c'est pour les testaments holographes. Dites-nous, nous sommes au Bénin. Dans notre société, on a une certaine appréhension de la mort. On a une certaine vision de la mort. Quelqu'un qui rédige son testament, on a souvent ouï dire que c'est qu'il est en train de préparer sa mort. Donc, traduit dans les faits, quand vous vous mettez à rédiger votre testament, c'est que vous appelez la mort. Alors, cette pesanteur sociologique n'influe-t-elle pas sur le comportement idoine qu'on devrait avoir de rédiger des testaments pour assurer la succession de son vivant? Monsieur le journaliste, ça me fait marrer un peu, parce que c'est un discours auquel on est habitué. Voilà. C'est un discours auquel on est habitué. C'est vrai que
quand certains enfants viennent poser leurs problèmes au niveau du notaire, comment faire pour aider le père, etc., et qu'on les invite à lui en parler, souvent ils nous reviennent pour dire « Ah, il a dit, c'est déjà parce que tu penses à ma mort. » Mais il n'a pas tort. Ou bien tu veux me tuer pour prendre les biens. Déjà. Moi, je ne suis pas encore prêt. Alors, vous comprenez, c'est un état d'esprit qu'il faut balayer d'un revers de la main. Parce que je vous le dis, avant l'avènement de notre code des personnes et de la famille, le testament est le seul acte que le législateur autorise un mineur à prendre sans autorisation de ses parents. Ah oui? Le seul acte que le législateur l'autorise à prendre sans l'accompagnement. Parce qu'un mineur, vous savez, il ne peut pas prendre d'acte. Oui. Il faut qu'il soit assisté par ses représentants. Mais dans le cas du testament, on l'autorise à le faire tout seul. Tellement le législateur estime que c'est un acte de portée sociale incommensurable. C'est un document, c'est un mécanisme qui apporte la paix dans les familles. Et ce n'est pas parce qu'on a rédigé son testament que tout de suite le lendemain, on en meurt. Moi, je veux plutôt témoigner dans le sens inverse. Autant le discours que vous avez tenu tout à l'heure est récurrent, autant on a vu des gens venir dans nos études et quand ils signent le testament, ils donnent l'expression de quelqu'un qui vient de se décharger d'un poids, de se vider. On a l'impression, il y en a même qui vont jusqu'à vous dire, maître, aujourd'hui je vais dormir, comme on dit, le pied contre les murs. Parce que j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des années. Mais je n'ai pas osé le faire, mais je l'ai fait aujourd'hui, je suis déchargé. Donc parce que même ils étaient déjà dans la crainte de problèmes après leur mort, c'est ça? Exactement. Généralement, on sait soi-même un peu ce qui peut advenir après son décès. Quand on est un père de famille, qu'on a fait des enfants de plusieurs lits, que déjà de votre vivant, ils ne s'entendent pas, vous voyez déjà ce que ça va être après vous. Et même quand c'est d'un même lit, les enfants n'ont pas les mêmes caractères. Et donc, le père ou la mère de famille sait déjà tel enfant, je peux lui faire confiance, tel autre, il le mérite moins, tel autre par contre, etc. Donc, ils savent qui peut faire quoi. Et donc, sur cette base-là, il est recommandé qu'ils fassent leur testament pour répartir les choses de la façon la plus harmonieuse et éviter les frictions. D'accord. Alors, monsieur Egla, dites-nous, vous qui avez vécu cette expérience qui vous a marqué d'une façon ou d'une autre, est-ce que, dites-nous, est-ce que vous n'avez pas des ressentiments à l'endroit de votre frère qui s'est comporté comme ça? Comment est-ce que le vivre ensemble a eu lieu par la suite? Et quelles sont vos relations réellement aujourd'hui? Évidemment, je lui en veux. Évidemment, je lui en veux parce qu'il s'est accaparé à lui seul tout l'héritage que le vieux nous a laissé. Je lui en veux, mais malheureusement, nous sommes dans un contexte familial où pour tout on est obligé d'accepter ce qui s'est passé, mettre le sable sur le passé là et continuer à vivre. De toutes les façons, il reste aider même mon grand frère. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que j'étais encore mineur quand il faisait les choses, je ne pouvais rien. Donc, c'est lui qui était le grand frère, qui était censé organiser correctement les choses pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais voilà que c'est lui qui s'est accaparé de tout pour en disposer. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire aujourd'hui alors que tout est déjà cuit. Si on vous entend bien, tout porte à croire que si vous n'étiez pas mineur, mais il y aurait bagarre. Non, mais écoutez, c'est évident. Si je n'étais pas mineur... Vous n'allez pas vous laisser faire tout de même. C'est ça, je n'allais pas me laisser faire. Et c'est là, les morts s'en suivent. Voilà. Justement. N'est-ce pas? Malheureusement. Oui. Relativement à ce que dit Monsieur Egla. Voilà, Monsieur Egla, il faut noter que toutes ces situations s'expliquent par le niveau de juridicité très peu élevé de la population. C'est ça. Parce que tous ceux qui ont acquis chez votre frère un bien appartenant à une succession, en principe, juridiquement, ils n'ont rien acheté. Et on peut le leur reprendre. Tout à fait. On peut bien le leur reprendre. Il suffit d'engager l'action idoine
et la vente sera remise en cause. Mais non seulement les gens ne connaissent pas la loi, on se dit souvent, bon, c'est fait, on boit. Ça y est. Voilà. D'accord. Maître, on va suivre à présent l'impression de quelques Béninois sur le sujet. Ils sont interrogés ici par non, pas Yasmine Damata. Et nous sommes tout bon vidéo là timbo. Et nous dans ce temps. Et nous dans ce. Bon on j'ai de la rouge. Bon nous mima de kodo ya. Wagwa c'est que mende ma ou podo gbe. Do nous ne le connait jens gan no adu deji. Sinon nous t'entend pas temps. Bon même était paquet de soir et non dans étant. Paquet dans et de stomach. Normalement, il faut établir des testaments avant le dernier jour, avant que le père ou la maman ne rende son dernier souffle. Maintenant, ce qu'on a constaté, même malgré que le testament soit établi par le père ou la maman, ça crée toujours de révolte. Parce que l'autre ne peut pas être d'accord à ce que son frère ou bien sa sœur ou bien tel membre d'une famille viennent prendre la majorité de l'héritage au détriment de ce dernier. Polygamie là qui fait qu'il y a problème. Parce que moi, je ne peux pas permettre à ce que la deuxième femme va venir prendre le même part d'héritage que la première. Et les enfants aussi. Et ceux qui ne sont pas des vrais héritiers, les co-héritiers, il y a encore ce problème d'héritage qui se passe dans toutes les familles. On va dire que votre papa s'est marié avec la bonne de notre... papa s'est couché avec la bonne et c'est les enfants de bonne qui vont venir prendre le même part d'héritage. Donc ça ne sert à rien de faire des actes et après les enfants vont commencer par faire des guerres entre eux. Là maintenant, là, même si tu meurs là, couteau même en gagnant, oui. Il n'allait pas aïcha d'Akodo, nous n'allons sinon, et nous t'attendons à temps. Parce que nous émettons une vidéo qu'on a cité, ou bien vivre. Bon, il y a une cité. Bon, ici, alors, nous avons coin. On a déjà vu de là, il y a deux bédis. On a déjà vu de là, il y a deux bédis. Nous et ça. Au niveau même de la jeunesse, il y a certaines personnes carrément qui préfèrent faire fi de leurs avantages en termes d'héritage et puis bon, mener leur vie sans forcément attendre des avantages qu'ils auraient eu de là parce que, vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent survenir lorsqu'on s'intéresse à sa part d'héritage. C'est tout comme si tu veux connaître le secret des dieux. Donc, ce qu'il faut faire carrément, soit l'héritage doit être mis peut-être dans les mains des autorités. On peut donner le nom des enfants. Je ne sais pas, hein, c'est mon idée. Hein. On peut donner les noms des enfants ou confier le testament à un avocat carrément. Et le père doit bien préciser avant sa mort. Si mon héritage doit créer des révoltes entre mes enfants et ma famille, je permets à ce que mes biens soient partagés ou soient donnés aux plus offrants. Voilà. S'il précisait cela, au moins l'avocat à qui le dossier a été confié doit prendre compte de cette partie-là que le père a précisé avant de rendre la. S'il arrivait que mon héritage ou mon testament crée des révoltes entre mes enfants ou entre les membres de ma famille, que mon héritage, il serait mieux que mes biens soient donnés aux plus offrants qui en auront vraiment besoin et qui reconnaîtront l'importance de mon héritage sans se battre. Eh bien voilà, l'avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Maître Akak aussi, cela vous fait sourire, visiblement. En fait, à les écouter, ils ont perçu quand même d'autres raisons
des difficultés qui naissent, qui surgissent après le décès soit du père ou de la mère de famille. C'est la polygamie. C'est la polygamie parce que déjà la masse de biens à partager n'est pas extensible à l'infini, mais s'il y a une flopée d'enfants, c'est sûr que le gâteau à le partager. Voilà. Et quand on a de gros yeux parmi eux, ceux qui veulent vite s'organiser pour se l'attribuer intégralement, ils sont là. Mais ensuite, j'ai relevé tout à l'heure, l'autre élément qui crée des conflits, c'est disons, l'approche que nous avons du genre dans notre société, où on considère que la femme n'a pas de droits successoraux. Mais il est temps, aujourd'hui, plus de code date de 2004, il est temps que les Béninois comprennent que l'enfant fille a exactement les mêmes droits que l'enfant qui est de sexe masculin. Tous les enfants ont les mêmes droits. Mais quand on reste dans cette logique datant de siècles, qui ramènent, qui réduisent la femme à une chose, je crois qu'on est dépassé par les événements. Toutes les femmes ont les mêmes droits en tant qu'enfants que leurs frères garçons. Donc c'est fondamental. Il y a le monsieur qui a relevé la situation, confié la succession à un avocat, demander qu'on vend. Voilà, il y a beaucoup de confusion là. Tout à fait. Ce n'est pas les moins offrants, c'est pas ceux qui ont besoin, c'est l'égalité stricte entre tous les héritiers. L'égalité triste, quand ce sont les femmes, les épouses ou les maris qui sont appelés, je dis les maris, ça se comprend, ça se comprend. Voilà. Quand c'est le conjoint survivant, pour utiliser le terme adéquat, quand ils sont plus d'un, c'est l'égalité entre eux. Il n'y a pas à distinguer entre la première, la deuxième, la troisième. Dès qu'ils sont mariés, elles sont mariées avec le défunt, elles ont les mêmes droits. Lorsqu'il s'agit des enfants et qu'ils viennent à la succession, c'est l'égalité également. Il n'y a pas à distinguer à celui-ci a besoin moins, celui-ci a besoin plus. Voilà, les critères de la loi. Mais est-ce que lorsqu'on prend l'aspect genre, la fille que le père déjà, je ne dirais pas, n'a pas tellement considérée dans son héritage, d'autant plus que vous dites tantôt que la loi autorise ou la loi oblige le père à faire une part égale entre filles et garçons. Est-ce qu'elle peut rejeter ce testament-là, bien que ça soit fait de façon légale? Ah bien sûr. Si sa part est amoindrie par rapport à ses autres frères ou co-héritiers, elle a toute l'attitude à demander au juge de rééquilibrer. Il ne s'agit pas forcément d'annuler le testament, mais de réduire là où il y a essai pour compléter sa part. Et les juges sont formés pour... Madame Akank aussi, en l'absence du testament, la loi protège quand même le citoyen. Voilà, je donne un exemple. Le monsieur il vient de trépasser. On voit dans notre société qu'il est encore à la morgue, le corps est encore à la morgue. Quand les problèmes commencent à la maison, on débarque, on chasse la femme et les enfants, on arrache les papiers de terrain, les motos de voiture et tout. On prend la clé, on ferme la porte, on s'en va. Les membres de la famille qui font ça, à quoi s'exposent-ils et quel recours dispose la veuve pour se faire, ou bien sûr pour se faire rendre justice? Monsieur le journaliste, quand vous dites qu'ils viennent fermer, qu'ils s'en vont, ça c'est dans les hypothèses les meilleures, ça. Mais ils viennent, ils mettent la femme dehors et ils s'installent. Wow. Ils s'installent. Voilà. Carrément, Ils s'installent. Alors que peut-être ils ont vu ce parent à eux, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans. Voilà, donc c'est un peu l'état de notre société. C'est l'état de notre société et tout conjoint, que ce soit homme ou femme qui est victime de cette situation, il suffit que se plaigne au procureur, qu'il s'adresse au tribunal et il sera rétabli dans ses droits. Parce qu'on lui fera adjoindre la force publique pour faire respecter la loi. Parce que le défunt
qui a laissé un conjoint, qui a laissé des enfants, les frères et sœurs n'ont rien à voir dedans dans la succession. Les frères et sœurs arguent, je dis bien arguent parfois du fait que ils ne sont pas mariés légalement. Il n'y a pas un acte de mariage devant l'officier d'État et donc fort de cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Peut-être que ce matin, il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui sont dans le cas et vous êtes une personne ressource, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau, ils vous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette situation? C'est vrai que quand on parle de droit de conjoint survivant, il faut le mariage. Voilà, ça c'est fondamental. Si vous vivez avec un monsieur avec lequel vous n'avez pas de lien juridiquement protégé, vous n'aurez pas de droit juridiquement protégé. Donc, quand vous pouvez faire 40 ans... Et vos enfants non plus? Non, les enfants, c'est un autre sort. Mais Je parle du conjoint. Je parle du conjoint. Parce que n'ayant pas fait le mariage, vous ne pouvez pas avoir le statut d'épouse. Et sans le statut d'épouse, vous ne pouvez pas prétendre à la succession. Dans l'autre sens aussi, c'est possible. Exactement. Dans les deux sens. OK. Maintenant, la durée de vie commune avec un homme ne fait pas le mariage. C'est ça. Il faut que les Béninois se le mettent dans la tête. Le mariage, c'est une institution, c'est un acte. Il faut que l'officier atteste que vous êtes marié. Donc, les parents ont dans ce cas-là beau jeu de s'en prévaloir pour foutre la femme dehors, ce qui n'est pas recommandable non plus. S'agissant des enfants, que ce soit des enfants nés de la veuve actuelle ou des enfants nés avant ou des enfants nés après, ils ont les mêmes droits. Sauf à observer que lorsqu'un enfant n'est pas né dans le mariage, le père, puisque c'est souvent de ce cas qu'il s'agit, le père a l'obligation de le reconnaître, de prendre un acte juridique. Il ne s'agit pas de dire « je t'accueille dans mon domicile, venez vivre avec les miens ». Il faut un acte par lequel il constate que cet enfant qui n'est pas né de la personne avec laquelle il est marié, cet enfant-là est le sien. Et tant qu'il n'a pas fait la preuve de cette reconnaissance, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché au défunt. Et donc, il ne pourra pas prétendre à sa succession. À une succession. Voilà, c'est très important. Alors là, Monsieur Egla, vous avez suivi également, comme Mme Kakossi, l'intervention des citoyens de Cotonou. Votre avis à propos? Non, j'ai suivi avec intérêt les avis des téléspectateurs. Ce que je retiens, c'est que de l'intervention de Madame aussi, c'est que même au jour d'aujourd'hui, ce que moi j'ai considéré comme déjà perdu, je peux remettre en cause les ventes que mon grand frère avait déjà effectuées, je crois, une dizaine d'années plus tôt. Cependant, ce que me fait ma crainte là, c'est que nous sommes dans un contexte sociologique où, quand tu vas au village et tu poses ce problème aujourd'hui, soit c'est ta maman qui te dit « Ah, mon frère et mon garçon, voilà telle personne qui a acheté ça là, tu sais qu'il est fort dans telle chose, tu sais, avec beaucoup de tu sais, tu vois ton droit comme ça, mais tu ne peux rien dire. Parce que ta vie finalement sera exposée. Donc on tient compte de tout ça et c'est ce qui s'est réellement passé, on tient compte de tout ça là pour mettre du sable sur ce qui est vraiment de droit pour évoluer. Oui, mais ailleurs, ça se fait. Maître Akank aussi. Vous avez dit ailleurs. Je passe sous votre contrôle. Est-ce que ce n'est pas ces cas-là qui font que des gens sont dans des domaines 10 ans, 15 ans, 20 ans après, un beau jour, les engins débarquent et cassent leur maison parce que, entre-temps, quelqu'un qui est peut-être dans le cas de M. Egla, s'est fait rendre justice et puis on dit, bon, la décision de justice est là, il faut exécuter. Tout à fait, c'est un droit. C'est un droit tant qu'on n'est pas tombé sous le coup de la prescription, qui c'est une durée au cours de laquelle on peut agir. Si la prescription n'est pas tombée, vous pouvez revendiquer. Mais je crois que la crainte, c'est les sorciers, comme il appelle. Parce que c'est ça là. Il y a quand même le notaire n'est pas ébaillé. C'est les sorciers. Mais effectivement, ce qui se passe dans les villages, c'est vrai, j'ai eu,
pas mon cas précisément, mais j'ai eu connaissance de situations. Mais les gens ne devraient pas hésiter à en finir avec des héritiers qui réclamaient. Voilà, qui comme moi n'ont pas eu la sagesse de se calmer, mais qui ont vraiment voulu revendiquer. On a fini avec eux. En quoi faisant? Quand vous dites finir avec eux, c'est quoi? Ok, si deux frères qui ont pris l'initiative de réclamer ce qui leur revenait sont décidés de suite en un mois. Comment vous pouvez comprendre ça? En un mois, les trois sont morts. Pas par accident, c'est-à-dire qu'un meurt aujourd'hui, on enterre 2 jours après, une semaine après, l'autre s'en va, une semaine, le troisième s'en va. Et c'est les trois qui ont pris l'initiative. Et là, on soupçonne les acquéreurs de ces biens-là. Écoutez, nous sommes dans un environnement où la réalité est là, on la touche de doigt, mais si vous risquez, c'est-à-dire que vous allez empathie, donc... Monsieur Egla, avec votre permission, je crois qu'il ne faut pas être tout le temps frileux. Il ne faut pas être tout le temps frileux. La loi est faite pour être respectée. Si on est frileux, ces modes de fonctionnement vont perdurer. L'essentiel, lorsque vous prenez la décision de défendre vos droits, vous prenez les précautions nécessaires. Il se peut que ces personnes dont vous avez parlé se sont laissées empoisonner. C'est possible. Mais quand vous êtes dans ce combat, n'allez pas manger n'importe où. Vous prenez vos distances et vous faites aboutir votre cause. Mais c'est fondamental. Si on ne le fait pas, nos enfants, nos petits-enfants seront toujours là en train de craindre qu'un grand frère... il vaut mieux se préparer au combat. Franchement. mais finalement, Maître Kankossi, comment faire pour un partage à l'amiable? Oui, le partage amiable est toujours possible. Il suffit que les parties concernées parlent le même langage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours celui qui veut avoir la part du lion et l'autre qu'on veut brimer. À qui on veut donner une portion congrue. Voilà, et si cette personne, elle se laisse faire piétiner, ça passe. On aura fait une liquidation à l'amiable, quelqu'un aura pris beaucoup plus que d'autres. Mais lorsque celui à qui on veut donner moins décide de réclamer ses droits, il y aura conflit. Les conflits sont faits pour être réglés. Saisissez le tribunal. Et le nécessaire sera fait. Maître Kankossi, nous avons en direct dans cette émission ce matin Maître Damien Falana. Il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Falana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir, Maître Kankossi. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous-même? Ça va bien, merci. Alors, nous parlons ce matin de la succession et des drames qui s'en suivent. Vous qui êtes avocat, je suppose que vous avez déjà été au parfum de ces affaires et que vous en avez certainement défendu. Dites-nous comment l'homme ou la femme, le parent, devrait organiser la succession pour éviter les drames après son départ. Bon, après son départ, vous aviez déjà une personne qualifiée sur le plateau. Tout à fait, on a eu beaucoup d'éléments. Et Kankossi qui est là, et donc, organiser son départ, le mieux, c'est de faire un testament. Ok, elle en a parlé. Cela fait qu'après le décès, les dispositions testamentaires seront respectées avec le notaire devant lequel le testament a été fait. Alors, mais Maître Falana, il est jeté souvent une grosse pierre, un gros pavé dans la mare de vous, les avocats. Il paraît que c'est vous qui encouragez les gens à contester les testaments et qui les défendez pour que le testament ne soit pas, disons, accepté et puis appliqué. Non, on ne doit pas dire que l'avocat encourage un justiciable à mener une action. Et il faut juste faire remarquer que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Et donc, s'il y a une personne qui estime que le testament a été fait en faute de ses droits, et dans ce cas, on ne peut pas lui reprocher le fait de se porter devant la justice et donc de se faire assister par un avocat pour que sa cause soit entendue. Mais si, entre-temps, sa cause a été entendue, que vaut alors ce testament que le défunt s'est donné la peine de rédiger, de réaliser devant un notaire? Le testament en lui-même, le notaire est le spécialiste de la chose. Oui. Et donc, il y a des dispositions que le testament doit respecter, forcément. Il y a un testament, par exemple, ne pas déshériter une personne.
Et donc, si le testament en lui-même respecte les obligations légales, a été fait dans le cadre du Code des personnes et de la famille, et il me semble bien que la contestation ne pourra pas prospérer autant que faire se peut. D'accord, d'accord. Alors, maître, dites-nous, dans le cas où le testament est respecté, chacun a eu sa part de l'héritage. Et puis, il se fait que parmi les enfants, quelqu'un se lève, oublie cette histoire de testament et s'attaque aux autres pour pouvoir leur arracher leur bien. Dans ce cas, dans ce type de figure, quel comportement les autres devraient adopter, étant entendu que nous sommes toujours de la même famille? Bon, ce qu'il y a fait dans ce cas, c'est déjà de se référer toujours à la justice pour que leur cause soit entendue. Parce que la personne qui conteste, il ne s'agira pas de se lever alors qu'un partage a été fait selon un testament. On a accepté la chose, on a d'abord accepté d'être héritier et puis on a accepté le principe du testament. Les dispositions ont été exécutées et donc on ne peut plus normalement remettre ça en cause. C'est ça. Lorsque c'est le cas et qu'en famille, on ne peut pas régler la chose, on ne peut donc que se porter devant le tribunal pour lui faire entendre raison. C'est ça. D'accord. Alors, Heureuse, vous avez une question pour maître peut-être la dernière qui serait de savoir, bon, on a certainement des cas où le papa ou la maman n'a pas fait de testament. Aujourd'hui encore, beaucoup hésitent à le faire. Et le partage se fait au sein de la famille comme ça. Et on ne s'entend pas. On vous demande d'accompagner. Comment ça doit se faire? Logiquement, sans testament. Lorsque la personne décède, il faut d'abord faire un conseil de famille pour désigner les liquidateurs de la succession. Et ces personnes, la loi leur donne 3 mois pour faire un inventaire. Lorsqu'ils finissent de faire un inventaire, voilà, ils font ce qu'on appelle un PV de clôture qui est soumis au tribunal pour homologation pour voir en réalité qu'est-ce que la personne a laissé, quel est son patrimoine aussi bien au niveau de son passif que de son actif, surtout de son actif qui intéresse les héritiers. Et à partir de ça, les héritiers sont libres de proposer un plan de partage. Ils peuvent même se porter devant un notaire pour que la chose se fasse devant un notaire. Et après cela, le PV qui sera fait est ramené au tribunal pour être homologué. C'est ça. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas, c'est que le partage doit aussi être fait par le tribunal en respectant le code des personnes de la famille. D'accord. Mais permettez rapidement, hein, c'est une question de relance, très rapidement. Juste une petite minute. Oui, très rapidement. On a un souci souvent, c'est que ce conseil de famille qui siège, beaucoup, les enfants disent le plus souvent, ils n'ont pas été sollicités, ils n'ont pas été associés. Qui doit siéger à ce conseil de famille? À ce conseil de famille, il faut que tous les héritiers siègent. Cela voudrait dire que pour être opposable à un héritier, il faut l'avoir régulièrement convoqué. Et qu'il ait émargé ce procès verbal de conseil de famille et qu'il soit également convoqué pour l'audience devant le juge, voilà, qui se chargera, disons-le, d'homologuer ce procès verbal de conseil de famille pour pouvoir désigner les liquidateurs de la succession. D'accord. Merci beaucoup, Maître Falana. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Cotonou. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté ces éclairages ce matin. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. C'est moi qui vous remercie, mais il s'agit du barreau du Bénin. Il n'y a que ce barreau au Bénin. Barreau du Bénin, d'accord. Allez, merci. Merci beaucoup pour l'éclairage. Oui. Je vous en prie. Alors, Maître Akankosi, Monsieur Egla, nous revenons sur ce plateau. Ça va être votre dernier tour de table pour clôturer ce débat. Si vous devriez donner des conseils ou bien vous devriez clôturer cet entretien, que direz-vous? Ok, si je dois donner un conseil, d'abord, c'est inviter les parents, c'est inviter chaque individu à avoir un testament. Un testament, il n'y a pas d'âge pour le faire. Même à 10 ans, on peut faire un testament. Si, chemin faisant, vous estimez qu'il faut le modifier, vous avez la latitude de retourner voir votre notaire pour le modifier. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Maître Véronique Akankosi de Guénon, si vous devriez clôturer ce débat ce matin. Oui, c'est la prise de conscience que les uns les autres doivent avoir
pour penser à l'après-soi. Parce que pendant que nous sommes là, nous sommes forts, nous décidons, etc. Mais il arrivera un moment où on ne pourra plus rien décider. Oui. Et c'est les autres qui décident en nos lieux et places. À ce moment-là, laissez des indications qui puissent servir de guide. On a vu parce que quand on parle de testament, on a focalisé sur les biens, mais ce n'est pas que les biens. Ce n'est pas que les biens. Le testament peut vous permettre de régler pas mal de situations pour lesquelles vous auriez souhaité laisser des indications. On a vu des gens dont les dépouilles ont été disputées dans tous les sens. Vraiment. Parents paternels, maternels, mari. Pas de testament. Exactement. Non, mais il y a des situations où, quand on sort le testament, tout le monde se met au garde à vous. Voilà. Tout le monde Vivement se met. Que les testaments de tout Maître, on aura le temps de vous retrouver peut-être, pourquoi pas, sur un espace juridique qui va certainement naître bientôt dans la grille des programmes de la télévision UB24. Et comme ça, on va pouvoir donc donner beaucoup plus de conseils aux concitoyens. C'est vraiment un sujet sérieux, important. Vraiment sérieux. Merci à vous, Maître Véronique Akankosi Deguénon. Je rappelle que vous êtes notaire à Cotonou. Oui. Vous n'avez pas de barreau. Non. Vous avez la chambre de notaire. Voilà. Monsieur Aimé Egla, merci d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Beaucoup de courage et surtout... et prenez exemple sur ça. Faites votre testament.